À travers l'Afrique, une nouvelle génération d'hôpitaux transforme peu à peu la médecine du continent. IRM, radiothérapie, neurochirurgie, dialyse, traumatologie avancée. Des équipements autrefois accessibles uniquement à l'étranger sont désormais installés à Kinshasa, Abidjan, Dakar, Cotonou, Oyo ou Libreville. Mais derrière les bâtiments modernes et les inaugurations spectaculaires, une question demeure. Ces hôpitaux parviennent-ils réellement à tenir leurs promesses ? Dans ce documentaire, nous allons découvrir les établissements qui changent la médecine africaine, leurs innovations, leurs réussites, mais aussi les défis qui menacent encore leur fonctionnement. Pendant des décennies, lorsqu'un Congolais souffrait d'une maladie complexe, un constat s'imposait souvent avec brutalité. Le traitement n'était pas toujours disponible dans son propre pays. Pour une intervention neurochirurgicale, une chirurgie cardiaque spécialisée, un traitement oncologique ou un examen médical de haute précision, des centaines de patients étaient contraints de quitter la République démocratique du Congo. Direction l'Afrique du Sud, l'Inde, la Belgique, la France ou encore le Maroc. Ces évacuations sanitaires représentaient bien plus qu'un simple voyage médical. Elles étaient souvent synonymes d'attente, d'incertitude, de dépenses considérables et pour de nombreuses familles, d'un espoir suspendu à des moyens financiers qu'elles ne possédaient pas. À cette réalité humaine s'ajoutait une lourde facture économique. Selon le ministre congolais de la Santé, le pays consacrait chaque année plus de 35 millions de dollars aux évacuations sanitaires prises en charge par l'État. Une somme importante qui ne tient même pas compte des dépenses supportées directement par les familles, les entreprises privées ou les compagnies d'assurance. Cette situation posait une question essentielle. Comment un pays continent de plus de 2 millions de kilomètres carrés, riche en ressources naturelles et fort d'une population dépassant les 100 millions d'habitants, pouvait-il encore dépendre de l'étranger pour soigner certaines des pathologies les plus complexes ? À partir de 2019, cette interrogation devient l'un des axes de la réforme du système de santé portée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif est ambitieux: rapprocher les soins spécialisés de la population, renforcer la couverture santé universelle et bâtir, sur le territoire national, des établissements capables de rivaliser avec les meilleurs centres hospitaliers du continent. Mais une telle ambition ne pouvait pas reposer uniquement sur des discours. Elle nécessitait des infrastructures modernes, des technologies de pointe, des équipes hautement qualifiées et une vision à long terme. C'est dans ce contexte qu'émerge un projet appelé à transformer durablement le paysage hospitalier de la République démocratique du Congo. Le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Situé à Lubumbashi, au cœur de la province du Haut-Katanga, cet établissement n'est pas un simple nouvel hôpital. Il est conçu comme un centre hospitalier tertiaire, c'est-à-dire un établissement destiné à prendre en charge les cas les plus complexes, ceux qui nécessitent des compétences hautement spécialisées et des équipements médicaux de dernière génération. Son histoire est pourtant bien plus ancienne que son inauguration. À l'origine, le projet ne devait pas devenir un hôpital multidisciplinaire. Il avait été imaginé comme un centre spécialisé en orthopédie et en appareillage, destiné notamment à améliorer la prise en charge des victimes d'accidents, des personnes amputées et des patients souffrant de handicaps locomoteurs. Mais au fil des années, les besoins du pays évoluent. Les autorités réalisent que la RDC a besoin d'un établissement capable de répondre à un éventail beaucoup plus large de pathologies. Le projet est alors entièrement repensé. D'un centre spécialisé, il devient progressivement un complexe hospitalier de référence, réunissant sur un même site des services de neurochirurgie, de cardiologie, d'oncologie, de néphrologie, d'imagerie médicale, de chirurgie mini-invasive, de réanimation, de rééducation fonctionnelle et de nombreuses autres spécialités. Cette transformation illustre une évolution profonde de la politique sanitaire congolaise. Ne plus seulement construire des bâtiments, mais créer de véritables pôles d'excellence capables de réduire la dépendance du pays aux soins à l'étranger. Le financement de ce vaste chantier est assuré par la Caisse nationale de sécurité sociale, qui mobilise ses propres ressources
dans le cadre de sa mission de protection sociale. Ce choix traduit une volonté d'investir durablement dans un outil de santé publique plutôt que de dépendre exclusivement de financements extérieurs. Mais ce qui distingue également le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, c'est son identité architecturale. Contrairement à de nombreux grands projets africains conçus par des cabinets étrangers, celui-ci porte la signature d'architectes congolais. Les architectes Constant Luzitu Mayoko et Yves Béni Kimvwidi, à travers le cabinet Beth Betsalel, imaginent un complexe moderne, fonctionnel et évolutif, pensé pour répondre aux exigences de la médecine du XXIe siècle, tout en s'adaptant aux réalités climatiques et sanitaires de la RDC. Édifié sur plus de 3 hectares, avec une réserve foncière destinée à ses futures extensions, le complexe adopte une organisation où chaque espace répond à une mission précise. Les bâtiments sont répartis de manière à faciliter la circulation des patients, des équipes médicales et des équipements, tout en limitant les risques liés aux infections hospitalières. Ici, l'architecture ne sert pas uniquement à construire un bel édifice. Elle devient un véritable outil médical. Chaque couloir, chaque accès, chaque salle d'opération et chaque unité de soins participent à un objectif unique: améliorer la rapidité de la prise en charge, renforcer la sécurité des patients et offrir aux médecins un environnement adapté aux pratiques les plus exigeantes. Mais c'est en franchissant les portes de l'hôpital que l'on mesure réellement l'ampleur du projet. Derrière cette architecture contemporaine se cache un plateau médico-technique parmi les plus ambitieux jamais réunis en République démocratique du Congo. IRM de dernière génération, scanner multibarrette, laboratoire de biologie moléculaire, anatomopathologie, bloc opératoire doté de technologies de neuronavigation, chirurgie mini-invasive, unité de dialyse, soins intensifs, atelier d'appareillage orthopédique, piscine thérapeutique. Chaque équipement répond à une même ambition: permettre aux Congolais d'accéder, sur leur propre territoire, à des soins qui exigeaient autrefois un départ vers l'étranger. Quelques mois seulement après son ouverture, l'établissement réalise déjà plusieurs interventions emblématiques. Une première chirurgie neurochirurgicale mini-invasive, l'extraction réussie d'un projectile intracrânien, puis la première implantation d'un pacemaker. Autant d'actes qui témoignent de la montée en puissance progressive de ses équipes et de son plateau technique. Mais la véritable réussite d'un hôpital ne se mesure pas uniquement au nombre de machines qu'il possède. Elle se mesure à sa capacité à sauver des vies, à former une nouvelle génération de médecins, à transmettre les compétences, à maintenir ses équipements en état de fonctionnement et à offrir durablement des soins de qualité au plus grand nombre. Le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo est donc bien plus qu'une infrastructure moderne. Il incarne une ambition, celle de bâtir, au cœur de l'Afrique centrale, un système de santé plus autonome, plus performant et plus résilient. Reste désormais une question essentielle. Cet hôpital marque-t-il le début d'une nouvelle ère pour la médecine congolaise, ou seulement la première pierre d'une transformation qui reste encore à accomplir? Ce centre de niveau tertiaire, avec bientôt la recherche qui va être associée, va être, Excellence Monsieur le Président de la République, le modèle de 5 centres que nous avons décidé, avec l'accompagnement de la CNSS, de faire au niveau de la République. Il va représenter le haut de gamme de notre système de santé et il va permettre à ce que nous diminuions le transfert de nombreux de nos patients à l'étranger. Le centre hospitalier international de Calavi est un hôpital de recours, donc au sommet de la pyramide sanitaire béninoise. Il a pour mission notamment de diminuer fortement les évacuations sanitaires en dehors du Bénin. Pendant longtemps, au Bénin, le diagnostic d'une maladie grave pouvait être suivi d'une seconde épreuve, celle de devoir quitter le pays pour espérer se faire soigner. Pour certaines opérations cardiovasculaires, certains cancers, certaines pathologies neurologiques ou des examens médicaux de haute précision, les solutions disponibles sur le territoire restaient limitées. Les patients qui en avaient les moyens
était orienté vers le Maroc, la Tunisie, la France, l'Afrique du Sud ou d'autres destinations spécialisées. Mais derrière chaque évacuation sanitaire se cachait une réalité difficile. Des familles contraintes de mobiliser des sommes considérables, des traitements parfois retardés par les procédures administratives, des patients séparés de leurs proches. Et pour l'État béninois, une dépendance persistante à l'égard de systèmes hospitaliers étrangers. Face à cette situation, les autorités béninoises décident de créer un établissement capable de prendre en charge, sur le territoire national, une grande partie des pathologies qui exigeaient autrefois un départ à l'étranger. Un hôpital suffisamment vaste pour devenir le sommet de la pyramide sanitaire nationale, suffisamment spécialisé pour traiter les cas complexes, et suffisamment ambitieux pour attirer, à terme, des patients venus de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est ainsi qu'est né le Centre hospitalier international de Calavi. Implanté à Abomey-Calavi, dans l'agglomération du Grand Nokoué, à proximité de Cotonou, le CHIC est l'un des projets sanitaires les plus importants jamais entrepris par le Bénin. Son nom traduit déjà son ambition. Il ne devait pas être un simple hôpital général supplémentaire, mais un centre de référence, conçu pour associer les soins, la chirurgie de haute spécialité, la formation médicale, la recherche et les technologies les plus avancées. Le projet s'inscrit dans le vaste programme de transformation du système de santé engagé sous la présidence de Patrice Talon. La stratégie repose sur une idée simple. Un pays ne peut renforcer durablement son système sanitaire s'il ne dispose pas, au sommet de celui-ci, d'un établissement capable de prendre en charge les cas les plus difficiles. Le CHIC est donc pensé comme un hôpital tertiaire, un établissement vers lequel les autres structures du pays peuvent orienter les patients nécessitant une expertise particulière, une intervention complexe ou un équipement indisponible ailleurs. Le 5 février 2020, le gouvernement béninois annonce la mobilisation d'un financement de 175 millions d'euros, près de 115 milliards de francs CFA. Cette enveloppe doit couvrir la conception, la construction, les équipements biomédicaux, la mise en service de l'établissement et la formation de son personnel. Contrairement à un don ou à une aide budgétaire classique, le projet repose sur un financement international structuré par Société Générale, avec une garantie partielle de BPI France. L'État béninois s'engage donc dans un investissement considérable, mais aussi dans une dette destinée à financer une infrastructure jugée stratégique pour l'autonomie sanitaire du pays. La conception et la construction sont confiées à un groupement conduit par Bouygues Bâtiment International, accompagné de Bouygues Bâtiment Bénin. Pour l'architecture hospitalière, le projet mobilise notamment l'agence Michel Beauvais Associés, tandis qu'Egis International intervient dans les études techniques. Des spécialistes de l'ingénierie biomédicale, de la qualité environnementale et de la signalétique complètent l'équipe. Cette organisation traduit la complexité du programme, car un hôpital de cette nature ne se résume pas à un assemblage de bâtiments. Il faut concevoir simultanément les structures, les circuits médicaux, les réseaux électriques, les fluides hospitaliers, la radioprotection, la climatisation, les équipements lourds, les systèmes informatiques et les procédures de sécurité. Le chantier s'étend sur plusieurs années. Initialement prévu pour être réalisé en environ 3 ans, le complexe est progressivement achevé et équipé entre 2023 et 2024. Mais la fin des travaux ne signifie pas l'ouverture immédiate de tous les services. Avant d'accueillir les premiers patients, chaque appareil doit être installé, calibré et contrôlé. Les salles doivent être testées, les équipes recrutées, les procédures médicales et administratives validées. Le CHIC entre ainsi en fonctionnement de manière progressive. Son inauguration intervient en juin 2025. Puis, au fil des mois, de nouvelles activités sont ouvertes, jusqu'au démarrage effectif de la radiothérapie en avril 2026. Par ses dimensions, le Centre hospitalier international de Calavi change d'échelle par rapport aux infrastructures hospitalières classiques du Bénin. Le complexe s'étend sur un terrain d'environ 15 hectares. Sa surface bâtie atteint près de 41 000 m². Sa capacité théorique est de 434 lits et places. L'ensemble
adopte une architecture largement horizontale, principalement répartie sur 2 niveaux. Plutôt que de concentrer les services dans une tour hospitalière, les concepteurs ont privilégié une succession d'ailes, de galeries, de patios et de jardins intérieurs. Cette organisation répond à plusieurs impératifs. Réduire les distances entre les services, faciliter l'orientation des patients, séparer les flux du personnel, des visiteurs, des urgences, des déchets et de la logistique, limiter la dépendance aux ascenseurs, et surtout, adapter le bâtiment au climat tropical du sud du Bénin. Les façades sont protégées du soleil par des dispositifs d'ombrage et des parois ajourées. Les patios laissent pénétrer la lumière naturelle au cœur du complexe. Les circulations couvertes relient les différents pôles tout en protégeant les patients des fortes pluies et de la chaleur. Ici, l'architecture n'est pas conçue uniquement pour impressionner. Elle doit contribuer au fonctionnement médical de l'établissement. Le chic est organisé autour de plusieurs grands pôles. Les urgences et la réanimation constituent l'un des premiers niveaux de prise en charge. À proximité se trouvent les services d'imagerie, les laboratoires, la banque de sang et le bloc opératoire. Cette proximité doit permettre de réduire les délais entre le diagnostic et l'intervention. Le bloc opératoire constitue l'un des éléments majeurs du complexe. Il comprend 9 salles d'opération, une capacité qui permet théoriquement d'organiser plusieurs activités chirurgicales simultanément, dans des spécialités aussi diverses que la chirurgie digestive, l'orthopédie, la neurochirurgie, l'urologie, l'ophtalmologie, la chirurgie thoracique, la chirurgie cardiovasculaire et la chirurgie oncologique. En 2026, le CHIC annonce également le démarrage effectif de la chirurgie cœlioscopique. Cette technique permet d'opérer à travers de petites incisions, à l'aide d'une caméra et d'instruments spécialisés. Elle peut réduire la douleur post-opératoire, diminuer la taille des cicatrices et raccourcir la durée d'hospitalisation. Mais l'une des principales forces du CHIC réside dans son organisation par grands pôles médico-chirurgicaux. Le pôle cardiologie et métabolisme doit prendre en charge les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme, le diabète et les maladies métaboliques. Un autre pôle est consacré à la chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Il a été conçu pour traiter les pathologies du cœur, des gros vaisseaux, des poumons et du thorax. La neurochirurgie et les pathologies de l'appareil locomoteur sont regroupées dans un autre ensemble spécialisé. On y prend en charge les traumatismes, les maladies de la colonne vertébrale, les pathologies articulaires, les atteintes neurologiques et certaines interventions complexes sur le cerveau ou le rachis. Le pôle néphrologie et urologie rassemble la prise en charge des maladies rénales, des troubles urinaires et de l'insuffisance rénale. Le pôle tête et cou doit quant à lui réunir l'ophtalmologie, l'otorhinolaryngologie, la chirurgie maxillofaciale, la stomatologie et l'odontologie. Mais la véritable signature médicale du CHIC se trouve ailleurs, dans son pôle de cancérologie. Le cancer constitue aujourd'hui l'un des grands défis sanitaires du continent africain. Dans de nombreux pays, les patients sont diagnostiqués tardivement. Les traitements sont coûteux. Et l'accès à la radiothérapie reste particulièrement limité. Le CHIC a donc été conçu pour réunir, sur un même site, les différentes étapes du parcours oncologique. L'imagerie, l'anatomopathologie, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, la curie-thérapie et la médecine nucléaire. Cette intégration représente un changement majeur pour le Bénin, car traiter efficacement un cancer exige bien plus qu'un seul appareil. Il faut identifier précisément la maladie, déterminer son stade, analyser les tissus, préparer le plan thérapeutique, administrer les médicaments, réaliser les opérations et suivre le patient dans la durée. Le service de radiothérapie entre officiellement en activité le 1er avril 2026. Le 15 avril, le premier patient est traité.
Pour le Bénin, cet événement marque une étape historique. Jusqu'alors, de nombreux malades nécessitant une irradiation devaient être évacués à l'étranger ou attendre une solution parfois inaccessible. La radiothérapie permet de cibler les cellules cancéreuses à l'aide de rayonnements de haute énergie. Elle peut être utilisée seule, avant une opération, après une chirurgie ou en association avec la chimiothérapie. Mais le programme du CHIC va encore plus loin. Il prévoit également la curiethérapie, une technique dans laquelle une source radioactive est placée au contact ou à l'intérieur de la tumeur. Cette méthode est notamment utilisée dans le traitement de certains cancers du col de l'utérus, de la prostate ou de la sphère gynécologique. Le complexe prévoit aussi un service de médecine nucléaire. Cette discipline utilise des substances radioactives en très petite quantité afin d'étudier le fonctionnement des organes, de rechercher certaines lésions ou de traiter des maladies spécifiques. Pour soutenir cette activité, le projet intègre un cyclotron, une installation capable de produire certains isotopes radioactifs à courte durée de vie. La présence d'un cyclotron constitue une ambition technologique particulièrement élevée. L'innovation du CHIC ne se limite donc pas à la possession de machines sophistiquées. Elle réside dans la tentative d'intégrer, dans un même établissement, une chaîne complète de diagnostic et de traitement. Le patient peut être consulté, examiné, opéré, hospitalisé, traité en chimiothérapie ou en radiothérapie, puis suivi sans devoir changer constamment d'établissement. Cette continuité du parcours médical peut réduire les retards, améliorer la coordination entre spécialistes et limiter certaines évacuations sanitaires. Le CHIC dispose également d'activités ambulatoires importantes. 20 places sont réservées à la chimiothérapie. D'autres espaces sont consacrés à l'hôpital de jour médical ou chirurgical. Cette organisation permet à certains patients de recevoir leur traitement, d'être surveillés pendant quelques heures, puis de rentrer chez eux sans occuper inutilement un lit d'hospitalisation. L'établissement comprend enfin des espaces d'enseignement et de formation. Mais derrière les performances annoncées se cachent plusieurs défis. Le premier est celui des ressources humaines. Un centre disposant d'un accélérateur de radiothérapie, d'un cyclotron, d'un service de neurochirurgie ou d'un bloc de chirurgie cardiaque ne peut fonctionner sans médecins spécialistes, physiciens médicaux, ingénieurs biomédicaux, techniciens, infirmiers spécialisés et équipes de maintenance. Ces profils sont rares et très demandés à l'échelle internationale. Le Bénin devra donc les former, les recruter, mais surtout les fidéliser. Le deuxième défi est celui de la maintenance. Les technologies médicales les plus avancées sont également les plus exigeantes. Une panne de scanner, d'IRM ou d'accélérateur linéaire peut interrompre des dizaines de traitements. Le fonctionnement du CHIC dépendra donc de la disponibilité des pièces détachées, des contrats d'entretien, de la qualité du réseau électrique, de la climatisation et de la capacité des ingénieurs à intervenir rapidement. Le troisième défi est financier. Un hôpital de classe internationale peut posséder les meilleurs équipements du monde, tout en restant inaccessible à une grande partie de la population. La véritable réussite du CHIC dépendra donc de sa capacité à concilier excellence technologique et accessibilité sociale. Car un hôpital ne devient réellement national que lorsque ses services peuvent être utilisés par ceux qui en ont besoin, et pas seulement par ceux qui peuvent les payer. Enfin, il faudra distinguer la capacité construite de la capacité réellement opérationnelle. Le CHIC peut accueillir théoriquement 434 lits et places. Mais tous les services ne sont pas nécessairement ouverts simultanément. Tous les lits ne sont pas forcément dotés en personnel. Et toutes les technologies annoncées ne fonctionnent pas nécessairement encore à leur capacité maximale. L'ouverture progressive observée entre 2025 et 2026 montre que la mise en service d'un établissement de cette ampleur est un processus, et non un événement unique. Malgré ces défis, le Centre hospitalier international de Calavi constitue une rupture majeure dans l'histoire sanitaire du Bénin. Par sa taille, il devient le plus grand établissement public du pays. Par son plateau technique,
il introduit des traitements qui obligeaient autrefois de nombreux patients à partir à l'étranger. Par son pôle de cancérologie, il donne au Bénin les moyens de construire une réponse nationale face à une maladie qui touche chaque année un nombre croissant de familles. Et par son ambition régionale, il pourrait progressivement attirer des patients venus des pays voisins. Mais comme pour tous les grands projets hospitaliers, la beauté des bâtiments et la puissance des machines ne suffiront pas. Le véritable succès du CHIC se mesurera au nombre de vies sauvées, aux évacuations médicales réellement évitées, aux spécialistes formés, à la régularité des traitements, à la disponibilité des équipements et à la capacité d'un patient ordinaire à franchir ses portes sans que le coût des soins ne devienne une nouvelle maladie. À Abomey-Calavi, le Bénin a construit bien plus qu'un hôpital. Il a créé l'infrastructure autour de laquelle pourrait s'organiser demain une nouvelle souveraineté médicale. Le défi est désormais de transformer cette ambition architecturale et technologique en une excellence clinique durable et surtout accessible à tous. À Bobo-Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso, le principal hôpital de référence a longtemps porté presque à lui seul le poids sanitaire de toute une région. Mais au fil des années, la pression est devenue de plus en plus forte. La population augmentait, les bâtiments vieillissaient, les besoins en soins spécialisés se multipliaient. Et pour de nombreuses pathologies complexes, les patients devaient encore parcourir plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à Ouagadougou, voire quitter le pays. Face à cette réalité, le Burkina Faso décide de construire un second grand centre hospitalier universitaire à Bobo-Dioulasso. Un établissement de 500 lits. Un complexe destiné à désengorger les structures existantes, à renforcer les soins de haut niveau dans l'ouest du pays et à former une nouvelle génération de professionnels de santé. Ce projet deviendra le centre hospitalier universitaire de Pala. Mais avant même le début des travaux, son histoire est marquée par une controverse. À l'origine, le nouvel hôpital devait être implanté dans la forêt classée de Koua, un espace naturel important pour Bobo-Dioulasso. L'annonce provoque rapidement une mobilisation. Des citoyens, des associations et plusieurs acteurs de la société civile redoutent la destruction d'une partie de la forêt, la fragilisation des ressources en eau et les conséquences environnementales du projet. Le débat dépasse alors la seule question hospitalière. Il oppose deux nécessités fondamentales. Construire une infrastructure sanitaire moderne et préserver un patrimoine naturel essentiel à l'équilibre de la ville. Face aux contestations, les autorités revoient leur position. Le site de Koua est abandonné. Le projet est déplacé vers Pala, sur l'axe reliant Bobo-Dioulasso à Ouagadougou. Ce changement de localisation permet de préserver la forêt tout en maintenant l'ambition de créer un nouvel hôpital universitaire. Le 20 octobre 2020, la première pierre est officiellement posée. À cette époque, le projet est estimé à environ 60 milliards de francs CFA. Il doit devenir l'un des symboles les plus importants de la coopération rétablie, 2 ans plus tôt, entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Le financement principal est assuré par la Chine. Les études, la construction, une grande partie des équipements et l'accompagnement technique sont intégrés à cette coopération. Le chantier est confié à Beijing Urban Construction Group, un grand groupe chinois spécialisé dans les infrastructures et le bâtiment. Des équipes chinoises et burkinabais participent à la réalisation du complexe. Pour le Burkina Faso, l'objectif est clair. Il ne s'agit pas simplement de recevoir un nouvel hôpital sous la forme d'un don. Il s'agit aussi de profiter de ce projet pour renforcer les compétences locales, former les techniciens, familiariser les équipes médicales avec de nouveaux équipements et créer une infrastructure capable de fonctionner durablement après le départ des experts étrangers. Le chantier va cependant durer plus longtemps que prévu. Entre la pose de la première pierre en 2020 et l'ouverture officielle en décembre 2025, près de 5 années s'écoulent. Pendant cette période, le Burkina Faso traverse plusieurs crises politiques et sécuritaires majeures. Malgré ce contexte,
la construction se poursuit. Les bâtiments prennent progressivement forme. Les réseaux techniques sont installés. Puis viennent les équipements médicaux, les essais, les raccordements, le recrutement du personnel et la préparation des différents services. En avril 2025, le gouvernement crée officiellement le Centre hospitalier universitaire de Pala en tant qu'établissement public de santé. Cette décision lui attribue 3 missions principales. Assurer des soins de niveau tertiaire, former les professionnels de santé et conduire des activités de recherche médicale. Quelques mois plus tard, les premiers patients sont accueillis. Puis, le 24 décembre 2025, le président Ibrahim Traoré inaugure officiellement le nouveau centre hospitalier. Au moment de son ouverture, le coût annoncé dépasse désormais 70 milliards de francs CFA. Une augmentation significative par rapport aux 60 milliards prévus au lancement. Cette évolution peut s'expliquer par la durée du chantier, la hausse du prix des matériaux, les équipements supplémentaires, les aménagements extérieurs et les travaux nécessaires à la mise en service. Le CHU de Pala est implanté sur une première emprise d'environ 17 hectares. Le domaine pourrait être étendu, à terme, jusqu'à 30 hectares. Le complexe comprend les bâtiments de soins, les urgences, les services d'hospitalisation, le plateau médico-technique, les espaces administratifs, une zone pédagogique, les services logistiques et des logements destinés notamment aux experts médicaux chinois. Avec ses 500 lits, il devient l'un des plus grands établissements hospitaliers du Burkina Faso. Mais contrairement au Centre hospitalier international de Calavi, largement organisé sur un modèle horizontal, le CHU de Pala adopte une architecture en rez-de-chaussée plus 2 étages. Un modèle vertical modéré. Il ne s'agit pas d'une grande tour hospitalière, mais d'un ensemble de bâtiments relativement étendus, reliés entre eux et répartis autour de plusieurs ailes. Cette organisation permet de concentrer les services sans disperser excessivement les patients et les équipes. Elle facilite aussi l'installation des réseaux d'eau, d'électricité, d'oxygène et de climatisation nécessaires au fonctionnement quotidien d'un hôpital de cette taille. Les façades rouges et blanches donnent au complexe une identité immédiatement reconnaissable. Les revêtements rappellent par endroits la couleur de la terre locale. Les longues galeries, les avancées de toiture et les espaces couverts protègent les circulations du soleil et des fortes pluies. À l'entrée, un vaste parvis et de grandes colonnes donnent au bâtiment principal une dimension monumentale. Mais la véritable importance du CHU de Pala ne réside pas dans son apparence. Elle se trouve dans l'organisation de ses services. Le complexe a été conçu autour de 9 grandes zones fonctionnelles. On y retrouve les consultations externes, les urgences, les services d'hospitalisation, les blocs chirurgicaux, les laboratoires, l'imagerie médicale, les espaces pédagogiques, l'administration et les infrastructures techniques indispensables au fonctionnement d'un établissement de 500 lits. Le CHU doit prendre en charge un large éventail de spécialités. Médecine générale, pneumologie, dermatologie, rhumatologie, néphrologie, oncologie, pédiatrie, gynécologie, obstétrique, chirurgie générale, chirurgie viscérale, orthopédie-traumatologie, urologie, otorhinolaryngologie, neurochirurgie, anesthésie-réanimation. Cette diversité médicale est essentielle, car l'établissement n'a pas été conçu comme un centre spécialisé autour d'une seule discipline. Il doit devenir le grand hôpital tertiaire de référence de l'Ouest burkinabé. Un établissement capable de recevoir les patients référés depuis les hôpitaux régionaux, les centres médicaux et les districts sanitaires. Le plateau d'imagerie constitue l'un des piliers du projet. Le CHU dispose d'une IRM, un équipement particulièrement important pour l'exploration du cerveau, de la colonne vertébrale, des articulations, des tissus mous et de nombreuses pathologies complexes. Il possède également un scanner multibarrettes, présenté dans les communications les plus récentes comme un appareil à 80 barrettes.
Une telle technologie permet d'obtenir rapidement des images détaillées du corps humain. Elle joue un rôle central dans la prise en charge des traumatismes, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies pulmonaires, des cancers et des urgences abdominales. Mais l'une des innovations les plus ambitieuses du CHU de Pala est son équipement d'imagerie interventionnelle cérébrale et cardiovasculaire. L'imagerie interventionnelle permet aux médecins de progresser à l'intérieur des vaisseaux à l'aide de cathéters, tout en suivant leurs gestes sur des écrans radiologiques. Selon les compétences disponibles et les équipements installés, elle peut servir à réaliser des angiographies, à traiter certaines hémorragies, à ouvrir des artères obstruées ou à intervenir sur certaines anomalies vasculaires du cerveau et du cœur. Cette technologie peut transformer la prise en charge de certaines urgences. Le bloc opératoire est destiné à accueillir plusieurs disciplines chirurgicales. Chirurgie générale, chirurgie viscérale, orthopédie, neurochirurgie, urologie, ORL, gynécologie, obstétrique. Les salles sont équipées de tables opératoires modernes, de bras plafonniers, de systèmes d'anesthésie et d'éclairage chirurgical. Le CHU possède également des services d'anesthésie-réanimation et de soins intensifs. Ces unités sont indispensables pour prendre en charge les patients les plus fragiles. L'établissement comprend aussi une unité de néphrologie et d'hémodialyse. Un service particulièrement important dans un contexte où les maladies rénales chroniques progressent, notamment sous l'effet de l'hypertension, du diabète, des infections et du retard de diagnostic. La présence d'un service de dialyse peut éviter à certains patients de longs déplacements vers d'autres villes. Le CHU de Pala doit également intervenir dans la prise en charge des cancers. Mais une distinction est ici essentielle. Le centre de radiothérapie inauguré le même jour ne se trouve pas dans l'enceinte du CHU. Il est implanté à Dafra, sur un autre site de Bobo-Dioulasso. Le CHU de Pala peut accueillir les consultations oncologiques, les examens, les hospitalisations, certaines chirurgies et probablement la chimiothérapie selon la montée en charge des services. La radiothérapie, en revanche, est assurée au centre spécialisé de Dafra. Les deux établissements sont donc complémentaires. À Pala, le patient peut être diagnostiqué, opéré et suivi. À Dafra, il peut recevoir une irradiation à l'aide d'un accélérateur linéaire ou bénéficier d'une curie-thérapie. Le centre de Dafra comprend 2 bunkers destinés à accueillir des accélérateurs linéaires, un bunker de curie-thérapie et un scanner de simulation. Ce dernier sert à localiser précisément la tumeur, à préparer le plan de traitement et à protéger autant que possible les tissus sains. L'ouverture simultanée du CHU de Pala et du centre de radiothérapie de Dafra renforce donc l'ensemble du pôle sanitaire de Bobo-Dioulasso. Avec le CHU Souro-Sanou, la ville dispose désormais de plusieurs établissements complémentaires. L'un possède une longue expérience clinique, le second apporte de nouvelles capacités hospitalières et technologiques. Le troisième se spécialise dans la radiothérapie. Ensemble, ils peuvent progressivement transformer Bobo-Dioulasso en principal pôle médical du Grand Ouest burkinabé. Le CHU de Pala possède une vocation universitaire. Il doit accueillir les étudiants en médecine, les infirmiers, les techniciens, les internes et les médecins en spécialisation. Une zone pédagogique a été prévue à cet effet. Le partenariat chinois inclut également la présence d'experts médicaux et techniques. Des logements ont été construits pour leur permettre de séjourner à proximité du centre. L'objectif est d'assurer un transfert de compétences. Mais la coopération internationale ne pourra être considérée comme un succès que lorsque les équipes burkinabais seront capables de faire fonctionner, maintenir et développer l'établissement de manière autonome. Un établissement de 500 lits peut nécessiter plus d'1 millier de professionnels pour fonctionner pleinement. Or, au moment de son inauguration, le CHU n'a pas ouvert tous ses services simultanément. La mise en service se fait progressivement. Les premières consultations ont commencé dans la pédiatrie, la gynécologie, la médecine générale
et plusieurs spécialités chirurgicales. Entre décembre 2025 et février 2026, plus de 850 consultations externes ont été enregistrées. Ce chiffre confirme que l'établissement est réellement entré en activité. Mais il reste encore très éloigné de son potentiel maximal. Pour devenir une infrastructure véritablement nationale, le CHU devra proposer des tarifs compatibles avec le niveau de vie de la population et s'intégrer aux politiques de gratuité, d'assurance maladie et de protection sociale. Le CHU de Pala représente une transformation majeure du paysage hospitalier burkinabé. Par sa capacité de 500 lits, il peut réduire la saturation des autres hôpitaux. Par son IRM, son scanner multibarrette et son imagerie interventionnelle, il peut introduire des diagnostics et des traitements jusqu'alors difficilement accessibles dans l'ouest du pays. Par sa vocation universitaire, il peut contribuer à former davantage de spécialistes. Et par son association avec le centre de radiothérapie de Dafra, il peut participer à la construction d'un véritable pôle médical régional. Mais comme pour tous les grands hôpitaux de nouvelle génération, son succès ne se mesurera pas à la taille de ses bâtiments, ni au nombre de machines installées, ni au discours prononcé le jour de son inauguration. Il se mesurera au nombre de services réellement ouverts, au nombre de patients soignés, aux opérations complexes réalisées, aux pannes rapidement réparées, aux professionnels formés, et à la capacité d'un habitant de l'Ouest burkinabé à recevoir des soins de qualité sans devoir parcourir tout le pays ou partir à l'étranger. À Pala, le Burkina Faso a construit l'un des plus grands hôpitaux de son histoire. Mais la véritable œuvre commence après l'inauguration. Transformer 500 lits, des milliers de mètres carrés et des équipements de haute technologie en un service public vivant, accessible et durable. À Abidjan, certaines infrastructures racontent bien plus que l'histoire de leur construction. Elles portent les traces des crises traversées par le pays, des décisions abandonnées, des chantiers interrompus, puis des ambitions reconstruites. Le centre hospitalier universitaire d'Angré appartient à cette catégorie. Son histoire commence bien avant son inauguration. Elle traverse une catastrophe environnementale, une crise politique, plusieurs années d'incertitude, puis une profonde transformation du projet initial. Aujourd'hui, le CHU d'Angré est l'un des principaux établissements hospitaliers de Côte d'Ivoire. Mais avant de devenir un centre universitaire équipé d'une IRM, d'un scanner multibarrette, de blocs chirurgicaux et d'un centre consacré aux techniques avancées, il devait être un simple hôpital général. Au début des années 2000, Abidjan connaît une croissance démographique rapide. La ville s'étend vers le nord et l'est. De nouveaux quartiers apparaissent autour de Cocody, d'Angré, de Djoro-Gobité et d'Abobo-Baoulé. Mais les grandes infrastructures hospitalières restent concentrées dans les anciens pôles urbains. Le CHU de Cocody, le CHU de Trècheville, le CHU de Yopougon. Ces établissements accueillent non seulement les habitants d'Abidjan, mais aussi des patients référés depuis l'intérieur du pays. Les urgences sont saturées, les équipements vieillissent. Les besoins en chirurgie spécialisée, en réanimation, en pédiatrie et en imagerie augmentent. Dans cette partie en pleine expansion de la capitale économique ivoirienne, la construction d'un nouvel hôpital devient progressivement indispensable. Mais l'histoire du futur CHU d'Angré va être liée à l'un des événements les plus traumatisants qu'ait connu Abidjan. En août 2006, des déchets toxiques transportés par le navire Probo Koala sont déversés sur plusieurs sites de la ville. Des milliers de personnes consultent les services de santé. Des habitants se plaignent de troubles respiratoires, de nausées, de vomissements et de nombreuses autres complications. La catastrophe provoque une immense colère. Elle révèle les fragilités environnementales de la ville, mais aussi les limites de son système de santé face à une crise de grande ampleur. Dans les années suivantes, le projet initial de l'hôpital d'Angré est associé aux fonds mobilisés dans le cadre des réparations et des accords liés à cette catastrophe. Mais l'établissement inauguré plusieurs années plus tard ne peut pas être présenté comme ayant été entièrement financé par ces indemnisations. Le chantier initial reste inachevé.
La Côte d'Ivoire traverse ensuite une nouvelle période de crise politique. Les travaux ralentissent, puis connaissent plusieurs interruptions. Le site devient le symbole d'un projet hospitalier suspendu dans le temps. À partir de 2011, les autorités décident de reprendre l'infrastructure dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Mais plutôt que de simplement terminer l'hôpital général prévu à l'origine, le projet est profondément transformé. Sa capacité est augmentée. Son plateau technique est renforcé. Sa vocation change. L'établissement doit désormais devenir un centre hospitalier universitaire. Un hôpital tertiaire capable de soigner les cas complexes, de former des étudiants et de participer à la recherche médicale. Le 3 novembre 2017, le CHU d'Angré est officiellement créé. Le 15 décembre de la même année, il est inauguré par le président Alassane Ouattara. Il devient alors le 5e centre hospitalier universitaire de Côte d'Ivoire et le 4e de l'agglomération d'Abidjan. Le montant total de sa construction, de sa transformation et de son équipement est généralement estimé entre 34 et 37 milliards de francs CFA. Le CHU d'Angré est implanté sur un terrain d'environ 4 hectares et demi. Le complexe comprend 19 bâtiments. Contrairement aux grands hôpitaux verticaux concentrés dans une seule tour, Angré adopte une architecture essentiellement horizontale et pavillonnaire. Elle permet d'adapter l'hôpital au climat humide d'Abidjan. Les bâtiments relativement bas réduisent l'exposition directe au soleil. Les galeries protègent les patients de la pluie. Les patios apportent de la lumière naturelle dans les espaces intérieurs. Et les jardins contribuent à créer un environnement moins oppressant que celui d'un grand bloc de béton fermé sur lui-même. Mais cette architecture horizontale possède également des contraintes. Elle exige davantage de déplacements entre les bâtiments. Elle dépend d'une bonne signalétique. Et elle demande une organisation très précise pour transporter rapidement les patients entre les urgences, l'imagerie, le bloc opératoire et les services d'hospitalisation. À son inauguration, le CHU est présenté comme disposant de 250 lits. Le CHU d'Angré est structuré autour de 5 grands pôles. Le premier est consacré à la femme, à la mère et à l'enfant. Le deuxième grand ensemble regroupe la médecine et les spécialités médicales. On y retrouve notamment la médecine interne, la cardiologie, la pneumologie, la dermatologie, la médecine physique et la réadaptation. Mais l'une des particularités du CHU d'Angré est le développement d'un service de gériatrie. Ouvert après la mise en fonctionnement de l'établissement, ce service est présenté comme l'un des premiers du pays, spécifiquement orienté vers la prise en charge des personnes âgées. Le troisième grand pôle rassemble la chirurgie, les spécialités chirurgicales et l'anesthésie-réanimation. Le CHU réalise des interventions en chirurgie générale, digestive, orthopédique, urologique, gynécologique, ORL et dans plusieurs autres disciplines. Mais l'identité chirurgicale de l'établissement repose principalement sur la cœlioscopie et les techniques mini-invasives. Au cœur de cette stratégie se trouve le Centre international de cœlioscopie et de techniques avancées de chirurgie. Ce centre a été pensé comme une plateforme réunissant soins, formation, simulation, endoscopie, télémédecine et développement de nouveaux programmes chirurgicaux. Le centre comprend également une dimension de télémédecine et de téléexpertise. Des spécialistes peuvent théoriquement échanger des images, discuter d'un dossier ou accompagner à distance une équipe confrontée à une intervention complexe. Le CICTAC mentionne également des activités de procréation médicalement assistée et de transplantation rénale. Le quatrième grand pôle du CHU est le pôle médico-technique. Il réunit l'imagerie, le laboratoire, la pharmacie, la stérilisation et les équipements indispensables à la réalisation des actes médicaux et chirurgicaux. Le plateau d'imagerie comprend une IRM de 1,5 Tesla. Cette technologie permet d'explorer avec précision le cerveau, la moelle épinière, les articulations, les tissus mous, le bassin et de nombreuses autres régions du corps. Contrairement au scanner, l'IRM n'utilise pas de rayons X. Elle repose sur un champ magnétique puissant et des ondes radio. L'établissement possède également un scanner de 64 barrettes. Cet appareil peut être utilisé dans les traumatismes, les accidents vasculaires cérébraux, les urgences abdominales, les maladies pulmonaires et le bilan de certains cancers. La multiplication des détecteurs permet d'obtenir rapidement des images très fines. Cette rapidité
est particulièrement importante aux urgences, lorsqu'un patient présente un traumatisme grave ou des signes d'accident vasculaire cérébral. Le service dispose aussi d'équipements de radiographie, d'échographie et de mammographie. Le laboratoire de biologie médicale représente l'un des résultats les plus solides et les plus documentés du CHU d'Angré. Il a obtenu une accréditation selon la norme ISO 15189. Le CHU présente ce laboratoire comme le premier d'un centre hospitalier universitaire ivoirien à obtenir cette reconnaissance. Le 5e pôle est consacré à la santé publique, à la santé au travail, à l'hygiène et à la qualité des soins. Le CHU accepte la couverture maladie universelle selon les règles du système ivoirien. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny sont accueillis dans les services. Ils participent aux stages cliniques. Les internes se forment au contact des patients. Les médecins hospitalo-universitaires associent soins, enseignement et recherche. Le CICTAC permet également d'enseigner les techniques chirurgicales à l'aide de la simulation et de la démonstration. Cette mission de formation pourrait être l'héritage le plus durable du CHU. Un équipement peut tomber en panne. Un bâtiment peut vieillir. Mais un spécialiste formé peut transmettre son savoir à d'autres générations. Le CHU d'Angré n'est pas le plus grand hôpital de notre sélection. Avec ses 250 lits prévus, il est nettement plus compact que le Chic de Calavi ou le CHU de Pala. Il ne possède pas non plus un centre complet de radiothérapie ou un cyclotron. Mais son importance se trouve ailleurs, dans son ancienneté, dans son expérience réelle, dans sa spécialisation en chirurgie mini-invasive, dans le développement de la gériatrie, dans l'accréditation de son laboratoire et dans sa tentative de moderniser la gestion de l'hôpital public. À Angré, la Côte d'Ivoire a transformé un chantier inachevé en centre hospitalier universitaire. Elle a transformé l'héritage d'une crise en infrastructure de soins. Professeur Fatou Samba Ndiaye, chef du service d'hématologie clinique de l'hôpital d'Al Djam, est notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Adama, merci. Alors professeur, votre équipe et vous avez redonné le sourire à un patient qui souffrait justement d'un cancer de la moelle osseuse. Est-ce que les autres patients qui souffrent de la même maladie peuvent eux aussi espérer bénéficier de cette greffe? Tout à fait, tout à fait. Nous comptons vraiment enchaîner avec d'autres patients, mais en nous entourant quand même de précautions pour que tout soit huilé avant le prochain malade. Je peux dire que tout à fait exactement, les patients sénégalais qui souffrent de cette pathologie peuvent avoir de l'espoir par rapport à leur prise en charge. Mais qu'est-ce qui se passe après la grève? Est-ce que cela veut forcément dire que la personne concernée va guérir de son maladie, de sa maladie plutôt, pardon? Tout à fait. C'est une excellente question parce que la technique qu'on a pu faire chez ce patient, c'était l'autogreffe. On a enlevé des cellules souches chez ce patient par un mécanisme qu'on appelle la cytaphérèse. Ce sont ces cellules qu'on est allé tester, cultiver, pour pouvoir les lui réinjecter après avoir fait une chimiothérapie intensive pour tuer le maximum de cellules malignes. Et ce n'est qu'après cela, 3 jours après, on a pu lui réinjecter ces cellules, ses propres cellules à lui. Oui. C'est le process de l'autogreffe, mais c'est quand même mieux de faire de l'allogreffe. Parce qu'on se dit, avec l'autogreffe, peut-être qu'il y aura 1 ou 2 cellules qui vont se réveiller d'ici 5-10 ans. Et donc pour l'autogreffe, on ne peut pas parler pour le moment de guérison complète, absolue, mais de rémission prolongée qui peut durer de 5 à 10 ans. Oui. C'est déjà beaucoup. Et nous allons progressivement bouger vers l'allogreffe qui consistera à prélever chez un donneur allogéniquement identique qui n'a absolument pas de maladie, chez qui on va prélever ces cellules souches pour réinjecter ces mêmes cellules souches chez ce patient qui va être greffé. Et ce process garantit, on va dire, de bons résultats parce que le donneur n'a pas de maladie au départ. Et malheureusement, ce n'est pas encore signé au niveau de la loi ici au Sénégal. Le process est toujours en cours. Nous attendons que cette deuxième phase du projet puisse aboutir pour pouvoir
peut-être prendre en compte beaucoup d'autres pathologies, telles que les leucémies aiguës, qui jusqu'à présent continuent à être évacuées ici au pays. Pendant longtemps, la médecine spécialisée sénégalaise s'est concentrée au cœur de Dakar. Pour une grande partie de la population, se faire soigner signifiait rejoindre les anciens hôpitaux du centre-ville. Aristide Le Dantec, Fann, Abbas Ndao, l'hôpital principal, ou encore l'hôpital général de Grand Yoff, devenu Idrissa Pouye. Ces établissements recevaient les patients de la capitale, mais aussi ceux venus des autres régions du pays. Au fil des années, cette concentration est devenue de plus en plus difficile à soutenir. Les urgences se remplissaient. Les lits devenaient insuffisants. Les bâtiments historiques vieillissaient. C'est dans ce contexte qu'est né le Centre hospitalier national d'Al Al-Jam, un projet conçu pour déplacer une partie de la médecine tertiaire vers la banlieue nord de Dakar. Un hôpital de niveau universitaire. Son nom, en wolof, renvoie à l'idée d'un accueil dans la paix. Mais l'histoire de Dal Al-Jam montre qu'un hôpital ne devient pas réellement opérationnel au moment où ses portes sont officiellement inaugurées. Il faut parfois plusieurs années pour transformer un vaste complexe de béton, de verre et de réseaux techniques en un établissement capable de fonctionner chaque jour. Les premières études du projet remontent aux années 2000. Le site est choisi à Golfe Sud, dans le département de Guédiawaye, au cœur d'une zone qui compte aujourd'hui parmi les plus densément peuplées du Sénégal. L'objectif est stratégique. Il s'agit de rapprocher les soins spécialisés de plus d'1 million d'habitants, mais aussi de désengorger les grands hôpitaux du centre de Dakar. Dal Al-Jam est conçu comme un établissement public de santé de niveau 3. Cela signifie qu'il doit recevoir les cas complexes, former les étudiants, accueillir des médecins spécialistes et participer à la recherche. Le financement repose sur l'État sénégalais et plusieurs partenaires arabes et islamiques. La Banque islamique de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds saoudien pour le développement et le Fonds de l'OPEP. Le coût initial du projet est généralement estimé autour de 50 milliards de francs CFA. Le complexe s'étend sur environ 10 hectares. Près de 26 000 mètres carrés de bâtiments sont annoncés. Dal Al-Jam n'a pas été conçu comme une tour hospitalière. Il se présente comme un vaste campus de volume relativement bas, organisé autour de circulation, de patios et de cours intérieures. L'architecture cherche à s'adapter au climat de Dakar. Des brises-soleil protègent les façades. Les teintes ocre et terre cuite rappellent les couleurs du paysage sahélien. Les ouvertures sont étudiées pour limiter l'exposition directe au soleil. Dal Al-Jam est conçu pour accueillir 300 lits dans sa première phase. Le projet prévoit également une extension pouvant porter sa capacité jusqu'à 500 lits. Or, l'ouverture de Dal Al-Jam a été lente. Les bâtiments étaient avancés plusieurs années avant la mise en route réelle des services. L'hôpital est inauguré en juillet 2016. Mais toutes les unités ne fonctionnent pas immédiatement. Certaines consultations commencent progressivement à partir de 2017. D'autres services restent encore limités. En 2018, l'établissement n'avait toujours pas atteint sa pleine activité. Ce décalage est fondamental. Il rappelle qu'une inauguration est un événement politique, mais qu'une ouverture hospitalière est un processus médical, technique et humain beaucoup plus complexe. Il faut tester les réseaux, former les équipes, constituer les stocks, organiser les gardes, installer les logiciels, vérifier la stérilisation, sécuriser l'alimentation électrique et s'assurer que chaque service peut fonctionner sans mettre les patients en danger. La pandémie de Covid-19 va accélérer cette montée en charge. En 2020, Dal Al-Jam reçoit 100 nouveaux lits et 11 équipements destinés à la réanimation. Dans un contexte d'urgence sanitaire, le site devient un outil majeur du dispositif national. L'hôpital, jusque-là encore en phase de consolidation,
doit rapidement augmenter ses capacités de soins critiques. Dal Al-Jam est avant tout un grand hôpital général tertiaire. Il prend en charge des urgences médicales et chirurgicales. Le service de tri doit identifier rapidement les patients les plus graves. Un malade en détresse respiratoire, une victime de traumatisme, un patient présentant les signes d'un accident vasculaire cérébral, une urgence obstétricale, ou un enfant en état critique. Le tri ne consiste pas simplement à enregistrer un patient. Il permet de déterminer qui doit être soigné immédiatement, qui peut attendre et vers quel service la personne doit être orientée. La pédiatrie constitue l'un des pôles les mieux structurés de l'hôpital. Le service comprend plusieurs boxes de consultation, une unité d'hospitalisation de 32 lits et une unité de néonatologie de 12 lits. La néonatologie prend en charge les enfants nés prématurément, les nouveau-nés victimes d'infections, d'asphyxie ou de complications graves. Dal Al-Jam développe également une activité d'endoscopie digestive pédiatrique, une technologie qui permet d'explorer l'appareil digestif à l'aide d'une caméra et de réaliser certains prélèvements ou gestes thérapeutiques. Le plateau d'imagerie représente l'une des avancées les plus importantes de Dal Al-Jam. L'hôpital dispose d'une IRM Hitachi Echelon Smart de 1,5 Tesla. Cet appareil permet d'explorer le cerveau, la colonne vertébrale, les articulations, les organes abdominaux, le pelvis et les tissus mous. Il est également utilisé pour l'IRM cardiaque. Dal Al-Jam possède aussi un scanner de 64 barrettes. Cet appareil permet de produire rapidement des images détaillées du corps humain. Il est indispensable dans les traumatismes, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies pulmonaires, les urgences abdominales et le bilan de nombreux cancers. Dal Al-Jam possède une forte orientation en cancérologie. Le parcours du patient peut associer consultation oncologique, imagerie, anatomopathologie, chirurgie, chimiothérapie, hématologie et radiothérapie. La radiothérapie est l'un des équipements les plus importants de l'hôpital. Elle utilise des rayonnements à haute énergie pour détruire les cellules tumorales tout en protégeant autant que possible les tissus sains. Pour certains cancers, elle est utilisée après une opération. Pour d'autres, elle est associée à la chimiothérapie. Et dans certaines situations, elle peut soulager la douleur ou réduire une masse tumorale. Mais la radiothérapie est aussi l'un des services les plus fragiles de Dal Al-Jam. En 2025, des pannes répétées sont officiellement reconnues. Les causes avancées sont multiples. Les embruns marins, la corrosion des composants électroniques, l'humidité, l'instabilité de l'alimentation électrique et les perturbations du réseau informatique. Le paradoxe est frappant. L'architecture du campus a été pensée pour le climat de Dakar. Mais la proximité de l'océan expose certains équipements à un ennemi invisible, le sel. Transporté par l'air, il pénètre progressivement dans les installations. Il attaque les circuits, il dégrade les connexions. Et il peut immobiliser une machine valant plusieurs millions d'euros. Pour un patient atteint de cancer, une panne de radiothérapie n'est pas un simple désagrément. Un traitement est souvent organisé sur plusieurs semaines. Les séances doivent respecter un calendrier précis. Une interruption prolongée peut perturber la stratégie thérapeutique. Obliger le malade à se déplacer vers un autre centre ou retarder la prise en charge. Dal Al-Jam montre ainsi que la haute technologie hospitalière doit être pensée comme un écosystème. Il faut une machine, mais aussi un bâtiment adapté, une climatisation stable, une alimentation électrique protégée, des physiciens médicaux, des techniciens, des contrats de maintenance, des pièces détachées et une capacité d'intervention rapide du fabricant. L'hématologie est un autre pôle important. Le service prend en charge les anémies sévères, la drépanocytose, les troubles de la coagulation, les leucémies, les lymphomes, les myélomes et les maladies de la moelle osseuse. En 2021, le Sénégal lance à Dal Al-Jam un projet d'unité de greffe de moelle.
l'ambition est considérable. Dalal Jamm possède également une activité de néphrologie et de dialyse. L'insuffisance rénale chronique progresse au Sénégal comme dans de nombreux pays africains, et certaines maladies inflammatoires peuvent progressivement détruire les reins. Lorsque ceux-ci ne filtrent plus correctement le sang, la dialyse devient indispensable. Le service de cardiologie prend en charge les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les maladies coronariennes et certains troubles du rythme. Dalal Jamm joue aussi un rôle universitaire. L'hôpital accueille des étudiants et des internes de l'université Cheikh Anta Diop. Les équipes participent à la formation des futurs médecins, pharmaciens, chirurgiens, biologistes et spécialistes. Des travaux scientifiques sont réalisés à partir des patients et des activités du centre. Cette mission est essentielle, car la véritable autonomie médicale ne dépend pas seulement de l'achat d'équipements. Elle dépend de la capacité à former localement ceux qui pourront les utiliser, les interpréter et les transmettre. À partir de 2022, Dalal Jamm connaît un nouveau tournant. La fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec pour reconstruction entraîne le transfert de plusieurs services. Des équipes de cardiologie, de dermatologie, d'ophtalmologie, de chirurgie, d'oncologie pédiatrique, d'hématologie et de radiothérapie sont redéployés. Le site de Guédiawaye devient alors un établissement de continuité pour certaines spécialités nationales. Ce transfert renforce l'expertise médicale de Dalal Jamm. L'hôpital n'est donc plus seulement un établissement destiné à la banlieue. Il devient l'un des piliers du système hospitalier national. Dalal Jamm dispose aussi d'infrastructures techniques importantes. Groupe électrogène, transformateur, réseau d'oxygène, air médical, vide médical, ascenseur, buanderie, chambre froide, traitement des eaux usées et panneaux solaires destinés à la production d'eau chaude. Par sa taille et son offre médicale, il est devenu indispensable. Mais son histoire rappelle une vérité fondamentale. La construction d'un hôpital moderne n'est que la première étape. La seconde consiste à l'équiper. La troisième, à recruter et former. La quatrième, à maintenir. Et la dernière, la plus importante, à garantir que les soins restent accessibles à ceux qui en ont réellement besoin. À Guédiawaye, Dalal Jamm devait déplacer le centre de gravité de la médecine sénégalaise. Une partie de cette ambition est devenue réalité. Mais l'avenir de l'hôpital dépendra moins de ses bâtiments que de sa capacité à protéger ses machines, à publier ses résultats et à transformer ses centaines de lits théoriques en soins disponibles chaque jour. Car un grand hôpital ne se mesure pas seulement à sa superficie. Il se mesure au nombre de vies qu'il peut réellement sauver. L'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba, fort de son plateau technique très performant, réalise à partir de ce jeudi 22 juin 2023 des opérations de coronaréographie. C'est un terme technique mais qui signifie tout simplement des interventions au niveau du cœur. On fait la cartographie des vaisseaux du cœur. On insère à travers un trocar un fil qui permet d'aller jusqu'au niveau du cœur. À travers ce fil, on injecte le produit de contraste et on voit le fonctionnement du cœur et des vaisseaux du cœur, si les parois du cœur sont bien irriguées pour qu'on puisse déceler les cas d'infarctus du myocarde, les cas de valvulopathie, pour que nous puissions passer à une autre étape de prise en charge. Dans le nord de la République du Congo, les distances ont longtemps décidé de l'accès aux soins. Pour les habitants de la cuvette ouest, de la Sanga, de la Likwala ou des plateaux, une maladie grave pouvait signifier un long voyage vers Brazzaville. Pendant des décennies, la médecine spécialisée congolaise est restée largement concentrée dans deux villes, Brazzaville et Pointe-Noire. C'est dans ce contexte qu'est né l'hôpital général Dr Edith Lucie Bongo Ondimba, un immense projet hospitalier construit à Oyo, dans le département de la Cuvette. Une ville relativement petite, mais située au cœur d'une vaste région insuffisamment dotée en infrastructures médicales spécialisées. L'objectif officiel était ambitieux, créer un hôpital général moderne.
rapprocher les soins du nord du pays, réduire les évacuations vers Brazzaville, limiter les transferts à l'étranger, et faire d'Oyo un pôle médical capable d'accueillir, à terme, des patients venus d'autres pays d'Afrique centrale. Le projet porte le nom de la docteure Edith Lucy Bongo Ondimba, médecin de formation, fille du président congolais Denis Sassou Nguesso, et ancienne première dame du Gabon après son mariage avec Omar Bongo Ondimba. Elle s'était engagée dans plusieurs actions sanitaires et sociales, notamment dans la lutte contre le VIH et l'accompagnement des personnes vulnérables. Elle meurt en mars 2009. L'hôpital sera officiellement inauguré le 10 mars 2017, date correspondant à l'anniversaire de sa naissance. Mais l'histoire du projet commence bien plus tôt. Le premier coup de pioche est donné en mai 2008. Il faudra donc près de 9 années pour passer du lancement du chantier à l'inauguration officielle. Cette durée traduit l'ampleur du programme, mais aussi la difficulté de construire, d'équiper et de mettre en fonctionnement un établissement médical complexe, loin des grands centres urbains. Le financement principal est assuré par l'État congolais. La construction est réalisée avec une forte participation chinoise. Puis, au moment de l'ouverture, des professionnels cubains sont mobilisés pour assurer une partie des soins. Le 10 mars 2017, l'infrastructure est officiellement inaugurée. Elle est présentée comme l'un des établissements les plus modernes du pays. Un hôpital capable d'assurer des soins secondaires et tertiaires. Le complexe occupe un domaine d'environ 23 hectares. C'est presque 5 fois la superficie du CHU d'Angré, plus de 2 fois celle de Dal Al-Jam, et largement davantage que le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Le programme architectural prévoit jusqu'à 80 bâtiments à terme. Des bâtiments relativement bas sont répartis sur un vaste campus. Les différents services sont séparés en blocs. L'hôpital a été conçu pour atteindre environ 200 lits. Mais pendant plusieurs années, sa capacité réellement opérationnelle a été estimée à environ 120 lits. L'hôpital annonce une offre de soins particulièrement large. Médecine générale, médecine interne, cardiologie, pneumologie, neurologie, infectiologie, gynécologie obstétrique, pédiatrie, néonatologie, néphrologie, urologie, ophtalmologie, ORL, stomatologie, réanimation, rééducation fonctionnelle, chirurgie générale, chirurgie pédiatrique, neurochirurgie et chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Sur le papier, cette liste place l'établissement au niveau d'un grand hôpital tertiaire. Les activités les mieux documentées sont plus ciblées. Parmi elles, l'hémodialyse. En mars 2018, un an après l'inauguration, l'hôpital ouvre officiellement une unité équipée de 6 générateurs. Cette mise en service constitue une avancée majeure pour le nord du Congo. L'installation d'Oyo comprend une réserve d'eau annoncée de 20 000 litres ainsi qu'un groupe électrogène dédié. Cette autonomie technique était indispensable, car une panne d'électricité ou une rupture d'eau pendant une séance peut rapidement devenir une urgence vitale. L'autre symbole technologique de l'établissement est l'angiographie numérique. L'équipement est officiellement mis en exploitation en mars 2018. L'angiographie permet de visualiser les vaisseaux sanguins grâce à des rayons X et à l'injection d'un produit de contraste. Elle peut aider à diagnostiquer un rétrécissement d'une artère, une obstruction, une malformation vasculaire ou certaines pathologies cardiaques. Dans les centres les plus avancés, une salle d'angiographie peut également servir à réaliser des traitements. Dilater une artère, poser un stent, traiter certaines hémorragies ou intervenir sur les vaisseaux du cerveau. À Oyo, le bâtiment et certains équipements ont été conçus pour un niveau médical élevé. Mais la pleine utilisation dépend d'un écosystème humain et financier beaucoup plus difficile à maintenir. Le service d'imagerie médicale fait partie du plateau annoncé. Le laboratoire et le poste de transfusion sanguine font partie des premières unités ouvertes. Ils jouent un rôle central dans les urgences,
les opérations, la maternité, les infections et la dialyse. L'établissement dispose aussi de services destinés à la mère et à l'enfant. La réanimation fait également partie des services annoncés. Elle est indispensable aux opérations lourdes, aux infections sévères, aux traumatismes et aux détresses respiratoires. L'hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba comprend également un service de rééducation fonctionnelle. Il peut accompagner les patients après un accident vasculaire cérébral, un traumatisme ou une opération. L'une des particularités du projet est la présence annoncée d'un pavillon présidentiel. Un espace destiné à recevoir des personnalités ou des patients recherchant un niveau d'hospitalisation supérieur. Il correspond à l'ambition initiale d'attirer des patients de haut niveau et de donner à l'établissement un rayonnement sous-régional. Une infrastructure prestigieuse peut être fragilisée par les fonctions les plus élémentaires. Car le premier grand problème documenté à Oyo est celui de l'eau. À son arrivée en 2021, la nouvelle direction hérite d'un établissement confronté à des difficultés d'approvisionnement. 2 forages sont ensuite construits pour renforcer l'autonomie du site. Le deuxième problème est celui de l'électricité. Un campus de 23 hectares fonctionne presque comme une petite ville industrielle. En 2022, la direction demande encore un branchement en moyenne tension et un transformateur adapté. Cela signifie qu'une infrastructure médicale complexe pouvait être limitée par un problème énergétique fondamental. Le troisième problème concerne les médicaments et les consommables. Plusieurs dons ont été nécessaires pour soutenir le fonctionnement de l'établissement. Ces aides permettent de résoudre des urgences. Mais elles révèlent aussi une dépendance à des apports ponctuels. Un grand hôpital ne peut pas être géré durablement uniquement par des dons. Il a besoin d'un budget régulier, de commandes planifiées, de contrats de maintenance et d'une chaîne d'approvisionnement capable d'anticiper les besoins. Le quatrième problème, plus grave encore, concerne le personnel. En 2020 puis en 2021, des agents dénoncent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Une grève est lancée. Le service minimum est maintenu, mais l'activité est perturbée. Cette crise révèle la limite la plus profonde de toute politique hospitalière fondée principalement sur les bâtiments. Un médecin non payé peut partir. Un infirmier démotivé peut réduire ses gardes. Un technicien peut chercher un autre emploi. Et lorsque les équipes se fragilisent, les appareils restent inutilisés. Un hôpital moderne ne dépend pas seulement de son architecture. Il dépend de la confiance de ceux qui y travaillent. Le recours aux équipes cubaines a permis de soutenir l'ouverture. Des dizaines de médecins, infirmiers et techniciens ont participé au fonctionnement initial. Cette coopération a joué un rôle important dans un pays confronté à un manque de spécialistes. Elle devait également accompagner la formation des professionnels congolais. Mais avec le temps, une question s'impose. Le transfert de compétences a-t-il permis de constituer des équipes nationales capables d'assurer toutes les spécialités annoncées ? Les informations disponibles suggèrent que certains manques persistent. En 2022, des ambulances sont fournies notamment pour transférer vers Brazzaville des patients qui ne peuvent pas être pris en charge localement faute de spécialistes. Cette réalité est essentielle. Malgré la présence de l'hôpital, certains cas complexes continuent de parcourir les centaines de kilomètres que le projet devait précisément éviter. Cela ne signifie pas que l'infrastructure a échoué. Elle assure des consultations, des hospitalisations, des urgences, des soins généraux, de la dialyse, de l'imagerie vasculaire et différentes activités spécialisées. Mais son niveau réel n'est pas toujours celui annoncé lors de l'inauguration. La fréquentation connue reste relativement modeste. Une donnée publiée en 2022 évoque environ 6000 patients reçus par an. Le mode de calcul n'est pas précisé. Il peut s'agir de consultations, d'admissions ou de patients distincts. Mais même avec cette incertitude, le chiffre paraît faible pour un établissement programmé pour atteindre 200 lits et occuper 23 hectares. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. La faible densité de population autour d'Oyo, l'éloignement de Brazzaville, le coût du transport, le manque de certains spécialistes, la disponibilité irrégulière des médicaments, et peut-être aussi la préférence de certains patients pour les grands hôpitaux de la capitale.
L'emplacement constitue donc à la fois la raison d'être et la faiblesse du projet. Construire à Oyo rapproche les soins du Nord. Mais cela éloigne l'établissement des plus grands bassins de population, des facultés de médecine et du principal réservoir de spécialistes. Pour devenir un véritable centre national ou sous-régional, l'hôpital doit offrir un niveau de soins suffisamment rare et régulier pour attirer les patients malgré la distance. Il doit aussi disposer de routes, d'ambulances, de logements et de moyens de transport adaptés. La télémédecine est présentée comme une piste de solution. En 2024, elle fait partie des thèmes abordés lors de rencontres scientifiques organisées à Oyo. Elle pourrait permettre à un médecin local de discuter un dossier avec un spécialiste de Brazzaville ou de l'étranger. Transmettre une image, obtenir un second avis, ou accompagner une décision thérapeutique complexe. L'hôpital organise également des journées scientifiques. Des communications sont présentées sur les urgences, les maladies infantiles, les pathologies non infectieuses et les nouvelles pratiques médicales. Cette activité montre qu'Oyo ne veut pas être uniquement un lieu de soins. L'établissement cherche aussi à devenir un espace de formation et de réflexion scientifique. Il est donc plus juste de parler d'un hôpital général à vocation scientifique et pédagogique. En 2024, son budget est fixé à près de 4 milliards de francs CF. La superficie du campus, qui impressionne sur les images, devient aussi une charge financière. Plus un hôpital est étendu, plus il faut entretenir de toitures, de routes internes, de canalisations, de câbles, de climatiseurs et de bâtiments. L'ambition architecturale peut donc se transformer en poids budgétaire lorsque l'activité ne remplit pas l'ensemble du site. Comparé aux autres établissements de notre sélection, l'hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba occupe une position singulière. Il possède un domaine plus vaste que presque tous les autres, mais une capacité opérationnelle inférieure à celle de Dalal Jamm, du CHU de Pala ou du CHIC de Calavi. Il dispose d'une angiographie et d'une unité de dialyse, mais il ne possède pas de radiothérapie clairement documentée. Son imagerie est moins précisément connue, et son rayonnement universitaire est moins développé que celui des grands CHU d'Abidjan ou de Dakar. Sa principale force n'est donc pas d'être le plus avancé de la série, elle est d'avoir déplacé des soins spécialisés vers une région qui en était largement dépourvue. Pour un patient de la cuvette souffrant d'insuffisance rénale, la présence de 6 générateurs de dialyse peut être plus importante qu'une IRM située à plusieurs centaines de kilomètres. Pour une urgence vasculaire, l'angiographie peut offrir une possibilité de diagnostic qui n'existait pas auparavant. Pour une femme enceinte, la présence d'un bloc et d'une transfusion sanguine peut éviter un transfert dangereux. L'impact réel de l'hôpital doit donc être mesuré à l'échelle du territoire qu'il dessert. Mais pour accomplir pleinement sa mission, plusieurs conditions restent indispensables. Stabiliser l'alimentation en eau, sécuriser l'électricité, garantir les salaires, approvisionner la pharmacie, former des spécialistes congolais, maintenir les équipements et publier les résultats. Combien de patients sont hospitalisés chaque année? Combien de dialyses sont réalisées? Combien d'angiographies? Combien d'opérations? Combien de femmes accouchent dans l'établissement? Combien de lits sont réellement ouverts? Combien d'équipements sont fonctionnels? Sans ces données, il est difficile de distinguer la réussite médicale de la réussite architecturale. À Oyo, le Congo a construit un hôpital monumental, un campus de 23 hectares, une infrastructure pensée pour 200 lits, un établissement doté d'équipements rares. Mais la véritable bataille commence après l'inauguration. Elle se joue dans les salles de garde, dans les budgets de maintenance, dans les stocks de médicaments, dans les salaires versés à temps et dans la capacité à maintenir un spécialiste là où les patients ont besoin de lui. L'hôpital général Dr Edith Lucie Bongo Ondimba incarne ainsi l'un des grands paradoxes de la modernisation sanitaire africaine. Il est possible de construire loin des capitales, d'installer la dialyse, d'ouvrir une salle d'angiographie et de créer un centre médical impressionnant. Mais l'infrastructure ne devient véritablement un hôpital que lorsqu'elle fonctionne chaque jour, quand l'eau arrive, quand le courant tient, quand les consommables sont disponibles, quand les médecins restent, et quand les patients peuvent être soignés sans devoir repartir vers Brazzaville. À Oyo, le bâtiment existe, les équipements existent, l'ambition existe. Le véritable enjeu est désormais de faire coïncider cette ambition avec la réalité. À Libreville, les accidents de la route ne sont pas seulement des faits divers, ils constituent une urgence sanitaire permanente. Dans une agglomération traversée chaque jour par des milliers de voitures, de taxis, de poids lourds et d'engins industriels, quelques secondes peuvent suffire pour transformer un déplacement ordinaire en drame. Une collision, une chute, un véhicule renversé, un piéton percuté, et soudain,
Un patient peut présenter plusieurs fractures, une hémorragie, un traumatisme crânien ou une grave lésion du visage. Dans ces situations, la médecine ne dispose que de peu de temps. Il faut stabiliser, examiner, opérer, réanimer, puis accompagner le patient pendant des semaines, parfois des mois, jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau marcher, parler ou retrouver une vie autonome. C'est pour répondre à cette urgence qu'a été construit le Centre hospitalier universitaire d'Owendo, un établissement situé au sud de Libreville, à proximité d'une commune industrielle et portuaire où circulent quotidiennement de nombreux véhicules lourds. Contrairement à certains grands hôpitaux généralistes, le CHU d'Owendo possède dès l'origine une identité médicale très précise: la traumatologie, l'orthopédie, la chirurgie réparatrice, la réanimation et la rééducation fonctionnelle. Sa mission est de prendre en charge le blessé depuis son arrivée aux urgences jusqu'à sa récupération. Le projet est conçu au début des années 2010. L'État gabonais veut moderniser son réseau hospitalier et créer plusieurs établissements spécialisés capables de réduire les évacuations vers l'étranger. Le groupe autrichien Vamed intervient dans la conception, l'équipement et l'accompagnement technique du CHU. Le bâtiment représente environ 17 000 m². Il est organisé en plusieurs ailes reliées les unes aux autres. Une longue rampe assure la circulation entre les différentes parties du complexe. Les façades sont modernes, les volumes sont relativement bas, les entrées sont protégées par de grandes marquises, et l'organisation cherche à rendre les parcours plus lisibles pour les patients, les visiteurs et les équipes médicales. Le coût initial du projet est généralement évalué à environ 62 millions d'euros, soit près de 41 milliards de francs CFA, une somme importante pour un établissement de 120 lits. Mais le CHUO n'est pas conçu pour être le plus grand hôpital du Gabon. Il est conçu pour être l'un des plus spécialisés. Avant même son inauguration officielle, l'établissement commence à recevoir des patients. Au premier semestre 2016, plusieurs milliers de consultations externes sont déjà enregistrées. Des examens de radiologie et de scanner sont réalisés. Des interventions traumatologiques ont commencé. Et plusieurs centaines de naissances ont déjà eu lieu dans sa maternité. Le 8 juillet 2016, le centre hospitalier universitaire est officiellement inauguré. Il dispose alors d'environ 120 lits, de 5 blocs opératoires annoncés, d'un scanner de 16 barrettes, de 2 salles de radiologie, de 2 salles d'échographie Doppler, d'un laboratoire, d'une maternité, d'une néonatologie et d'un service de rééducation comprenant une unité de balnéothérapie. À l'ouverture, 37 médecins sont annoncés. Parmi eux, des spécialistes en traumatologie, orthopédie et chirurgie maxillofaciale. L'établissement est présenté comme la nouvelle référence nationale pour la prise en charge des traumatismes. À l'ouverture, le CHUO dispose d'un scanner de 16 barrettes. En 2016, cet appareil permet déjà de répondre à de nombreuses urgences. Traumatismes crâniens, lésions thoraciques, fractures complexes, hémorragies internes, accidents vasculaires cérébraux et bilan avant une opération. Dans la traumatologie, le scanner possède un avantage essentiel, la rapidité. En quelques minutes, il peut explorer plusieurs régions du corps et révéler des lésions invisibles lors de l'examen clinique. Mais avec le temps, le scanner de 16 barrettes devient moins performant que les équipements plus récents installés dans d'autres centres. La vitesse, la finesse des images et les possibilités d'exploration évoluent rapidement. Un appareil considéré comme moderne au moment de l'inauguration peut paraître limité quelques années plus tard. Cette évolution technologique oblige les hôpitaux à renouveler régulièrement leur plateau d'imagerie. Le cœur médical du CHUO reste cependant la traumatologie orthopédie. Cette spécialité prend en charge les os, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments. Le CHU d'Owendo est également conçu pour traiter les polytraumatismes. Un polytraumatisé présente plusieurs lésions, dont au moins une menace directement sa vie. Il peut souffrir simultanément d'un traumatisme crânien, d'une fracture du bassin, d'une lésion pulmonaire et d'une hémorragie abdominale. Sa prise en charge exige une coordination immédiate entre plusieurs équipes. Urgentistes, anesthésistes réanimateurs, radiologues, chirurgiens, infirmiers, techniciens de laboratoire et spécialistes de la transfusion. Une étude menée dans le service de réanimation du CHUO a confirmé la prise en charge de patients présentant ce type de traumatisme grave. Cette activité montre que l'établissement ne se limite pas aux fractures simples.
Il reçoit aussi des patients dont le pronostic vital est engagé. Le CHUO possède également 5 blocs opératoires annoncés dans sa configuration initiale. Pour un hôpital de 120 lits, ce nombre offre un potentiel important. L'une des spécialités distinctives du CHU est la chirurgie maxillofaciale. Dans un accident de la route, le visage est particulièrement exposé. La chirurgie maxillofaciale doit donc réparer à la fois une fonction et une identité. Elle travaille souvent avec l'ophtalmologie, l'ORL et la stomatologie. Cette organisation multidisciplinaire permet de traiter un patient présentant plusieurs lésions de la tête et du cou. L'établissement possède aussi une maternité. Avant même l'inauguration officielle, plusieurs centaines de naissances avaient déjà été enregistrées. Le service prend en charge les accouchements, les césariennes et certaines urgences obstétricales. Une étude clinique réalisée dès 2016 s'est intéressée à la réduction de la durée d'hospitalisation après certaines césariennes sans complications. Cette recherche montre que le CHUO possède également une mission universitaire et scientifique. Mais la maternité révèle aussi les limites initiales de l'équipement. À l'ouverture, 30 berceaux sont annoncés, mais seulement 2 couveuses sont disponibles. Or, les couveuses sont indispensables pour les enfants prématurés ou les nouveau-nés qui ne parviennent pas à maintenir leur température. 2 appareils seulement signifient que certains bébés fragiles peuvent devoir être transférés vers un autre hôpital. Après les soins aigus vient une autre étape, souvent plus longue et moins visible, la rééducation. Une opération réussie ne garantit pas qu'un patient retrouvera immédiatement l'usage de son membre. Après plusieurs semaines d'immobilisation, les muscles perdent leur force. Le CHU a été conçu pour intégrer cette phase dans le parcours de soins. Il dispose d'un service de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle, mais surtout d'un bassin de balnéothérapie. Une piscine thérapeutique maintenue dans une eau chaude. Dans l'eau, le corps devient plus léger. Les articulations supportent moins de poids. Le patient peut recommencer à bouger avec moins de douleur. La présence de la balnéothérapie distingue le CHUO de nombreux établissements de la région. Elle montre que le projet ne s'est pas limité à sauver le patient en urgence. Il a aussi voulu l'accompagner jusqu'à sa récupération fonctionnelle. En juillet 2021, 5 ans seulement après son inauguration, une visite officielle révèle un état de vétusté jugé préoccupant. Le ministère demande une évaluation complète du bâtiment. Pour une infrastructure aussi récente, le constat est sévère. Il montre que la modernité architecturale peut disparaître rapidement lorsque l'entretien n'est pas régulier, et les équipements médicaux exigent une surveillance permanente. Un hôpital ne peut pas attendre qu'une panne grave apparaisse pour intervenir. La maintenance doit être préventive. Sans cette discipline, les installations se dégradent plus vite que prévu. Le constat de 2021 ne concerne pas seulement le bâtiment. Le ministère relève aussi des problèmes de gestion du personnel. Certains spécialistes travaillent à temps partiel. Les outils de contrôle des présences sont jugés insuffisants. Et la planification budgétaire doit être améliorée. Cette situation fragilise directement la prise en charge. Le CHUO est un centre hospitalier universitaire. Il doit donc soigner, former et produire de la connaissance. Sans cette transmission, un établissement reste dépendant d'un petit nombre de spécialistes. L'autre enjeu majeur concerne l'accès financier. Une grande partie des patients du CHUO est prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Cette couverture facilite l'accès à l'hôpital public, mais elle ne signifie pas que tout soit gratuit. Certains patients peuvent encore payer une partie des frais, acheter des médicaments indisponibles, financer des consommables, se procurer un implant orthopédique ou réaliser un examen dans le secteur privé lorsque l'appareil public est en panne. Le patient peut-il réellement bénéficier du soin, pas seulement dans le programme de l'établissement, mais le jour où il en a besoin? 10 ans après l'inauguration, le CHU entre dans une nouvelle phase. En 2025 puis en 2026, le Gabon engage une modernisation du bâtiment, du plateau biomédical et des systèmes numériques. En juillet 2026, une importante dotation en équipement est remise au CHU et à l'Institut des maladies infectieuses Daniel Gaouma. L'investissement global annoncé atteint 18 milliards de francs CFA pour les 2 structures. L'arrivée de l'IRM constitue une évolution majeure.
À l'ouverture, le CHUO dépend principalement du scanner et de la radiographie pour l'imagerie des traumatismes. Mais toutes les lésions ne sont pas visibles de la même manière. Le scanner est particulièrement performant pour les os, les hémorragies et les urgences rapides. L'IRM, elle, permet d'étudier plus précisément les ligaments, les muscles, les tendons, la moelle épinière, le cerveau et de nombreux tissus mous. Pour un centre de traumatologie et d'orthopédie, cette technologie peut transformer la qualité du diagnostic. Une douleur persistante après un accident peut être liée à un ligament rompu. Une lésion de la moelle peut être difficile à préciser sans IRM. Une atteinte musculaire ou tendineuse peut passer inaperçue sur une simple radiographie. L'IRM peut donc éviter certaines erreurs diagnostiques et mieux préparer les opérations. Le CHUO participe également au programme eGabon 6, un projet destiné à moderniser le système d'information sanitaire gabonais. La cérémonie de clôture officielle est organisée au CHU d'Owendo en juin 2026. La nouvelle phase du CHUO ne concerne pas uniquement les machines. En 2026, les autorités insistent également sur la transparence des recettes, l'accueil des patients, le fonctionnement de la restauration et la maintenance du matériel. Elles dénoncent aussi l'orientation de certains patients vers des structures privées, alors que certains examens devraient être disponibles dans le public. Cette question est sensible. Lorsqu'un appareil public est en panne ou indisponible, le patient peut être obligé de payer davantage dans une clinique. Mais lorsque l'orientation vers le privé devient une habitude ou un intérêt personnel, l'hôpital public perd sa mission. Les recettes générées par l'imagerie devraient servir à entretenir les appareils, à remplacer les pièces, à financer les consommables et à garantir la continuité du service. Sans transparence, une nouvelle machine peut reproduire les mêmes difficultés que l'ancienne. Le CHU d'Owendo entre donc dans une période décisive. Le Gabon lui redonne des équipements, mais l'établissement doit désormais prouver qu'il peut les conserver, les utiliser, les entretenir et les rendre accessibles. Le véritable succès ne se mesurera pas au jour de la remise officielle de l'IRM. Il se mesurera plusieurs années plus tard, lorsque l'appareil fonctionnera encore, lorsque les patients pourront obtenir un rendez-vous, lorsque les médecins pourront poser un diagnostic plus précis et lorsque les recettes permettront de financer sa maintenance. Par rapport aux autres hôpitaux de cette série, le CHU d'Owendo n'est pas le plus grand. Il ne possède pas les 500 lits du CHU de Pala, ni la cancérologie intégrée du CHIC de Calavi, ni la radiothérapie de Dalal Jam, ni l'angiographie de l'hôpital d'Oyo. Mais il possède l'une des missions les plus cohérentes: réparer les corps brisés par les accidents, stabiliser, opérer, reconstruire, puis rééduquer. Cette continuité donne au CHUO une identité particulière. Il ne soigne pas seulement une fracture, il tente de permettre aux patients de retrouver une fonction, un mouvement, une autonomie, et parfois une dignité profondément atteinte par le traumatisme. Mais l'histoire de l'établissement révèle aussi un paradoxe. Construit pour réparer les autres, le CHU d'Owendo a lui-même eu besoin d'être réparé. Son bâtiment s'est dégradé rapidement, son personnel est resté insuffisant, son imagerie a vieilli, et certains services ont perdu une partie de leur potentiel. La modernisation de 2026 représente donc une seconde chance, une occasion de corriger les erreurs, de réhabiliter les bâtiments, de renouveler les équipements, de renforcer les équipes et de reconstruire la confiance des patients. À Owendo, le Gabon possède déjà l'essentiel: un hôpital spécialisé, des chirurgiens, des blocs opératoires, une réanimation, une rééducation et désormais une IRM. Mais la véritable modernité ne réside pas uniquement dans la machine la plus récente. Elle réside dans la capacité d'un système à fonctionner lorsque survient l'accident, à 3 heures du matin, sous la pluie, avec plusieurs blessés arrivant en même temps. La modernité, c'est une équipe présente, un scanner disponible, un bloc prêt, du sang en réserve, de l'oxygène, des implants, et un service de rééducation capable d'accompagner le patient après l'urgence. C'est à cette condition que le CHU d'Owendo pourra pleinement retrouver la vocation pour laquelle il a été construit. Devenir l'hôpital qui ne se contente pas de sauver une vie, mais qui aide aussi à la reconstruire. Au terme de ce voyage à travers l'Afrique centrale et de l'Ouest, une évidence s'impose. Le paysage hospitalier du continent est en pleine mutation. Du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo en République démocratique du Congo, au CHU d'Owendo au Gabon, en passant par le CHIC de Calavi au Bénin, le CHU de Pala au Burkina Faso, le CHU d'Angré en Côte d'Ivoire, Dalal Jam au Sénégal,
ou encore l'hôpital général Dr Edith Lucie Bongo Ondimba au Congo-Brazzaville, ces établissements témoignent d'une même ambition: offrir aux Africains des soins spécialisés de haut niveau sans qu'ils soient contraints de quitter leur pays. Partout, les progrès sont visibles. Des blocs opératoires ultramodernes, des IRM et des scanners de dernière génération, des unités de dialyse, des services de réanimation mieux équipés, des centres de cancérologie, des laboratoires plus performants, et des médecins dont les compétences ne cessent de grandir. Mais cette évolution révèle aussi une réalité plus complexe. Construire un hôpital est une étape, le faire fonctionner durablement en est une autre. Une machine d'imagerie n'a de valeur que si elle est entretenue. Un bloc opératoire n'est utile que si des équipes qualifiées sont présentes jour et nuit. Une unité de réanimation dépend autant de l'électricité, de l'oxygène et des médicaments que de la qualité de son architecture. Et un bâtiment, aussi impressionnant soit-il, ne peut sauver des vies sans une gouvernance efficace, un financement stable et des professionnels reconnus pour leur travail. C'est peut-être là le véritable défi des prochaines décennies, non plus seulement construire davantage, mais consolider l'existant, former les spécialistes, assurer la maintenance des équipements, développer la recherche, produire localement certaines technologies médicales et garantir que chaque citoyen, où qu'il vive, puisse accéder à des soins de qualité. Car un grand hôpital ne se mesure pas uniquement à la hauteur de ses bâtiments, au nombre de ses lits ou au prix de ses équipements. Il se mesure aux vies qu'il sauve, aux familles qu'il rassure, aux enfants qui rentrent chez eux guéris, aux accidentés qui retrouvent l'usage de leurs membres, aux patients qui n'ont plus besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour recevoir un traitement. L'Afrique hospitalière est encore confrontée à de nombreux défis, mais elle avance, pas à pas, hôpital après hôpital, innovation après innovation. Et si cette dynamique se poursuit, les plus grands progrès de la médecine africaine ne seront peut-être pas ceux qui auront été inaugurés avec le plus de cérémonies. Ce seront ceux qui, chaque jour, continueront simplement à sauver des vies.